Et si je vous disais qu'au cœur de l'Europe médiévale vivait une noble femme si perverse, si élégamment inhumaine, que durant une grande famine, elle ordonna aux paysans de servir leurs propres enfants comme nourriture, et qu'ils obéirent, ce n'est pas une fiction gothique, c'est une vérité trempée de sang, enfouie sous les pages en lambeaux de chroniques oubliées. Son nom était la comtesse de Valachie, et son château était un symbole de cruauté raffinée au milieu des cris affamés d'une terre mourante, la Valachie, pays de forêts de loups et de malédictions murmurées, niché entre les Carpates et le Danube. C'était un principauté souvent perdu entre les empires et oublié par la miséricorde. Au début du XVe siècle, la famine balaya ces vallées comme une peste à cheval. Les dérécoltes échouèrent, les eaux de bétail jonchèrent le sol comme des dés jetés par la mort, et tandis que les villageois creusaient la terre gelée à la recherche de racines, la comtesse préparait un festin différent de tout ce que le monde avait vu. Née dans l'une des plus anciennes familles nobles de la région, une lignée si obsédée par la pureté qu'ils se mariaient entre eux jusqu'à ce que la folie coule comme du sang dans leurs veines. Dès son jeune âge, on lui enseigna que la souffrance purifiait l'âme, mais la sienne avait déjà été dévorée par les ténèbres. Pâle composée et terrifiante d'éloquence, elle régnait depuis une forteresse de pierre, dominant une vallée de récoltes flétries et de paysans aux yeux creusés. Elle croyait que la famine était un instrument divin. Lorsque la famine atteignit son apogée, des familles affamées vinrent supplier à ses portes. Elle les accueillait non avec du pain, mais avec des règles. Pour chaque ration de grain, elle exigeait un sacrifice, un enfant par famille. Au début, les villageois pensèrent peu qu'elle parlait de travail. Ils se trompaient. Le premier chaudron fut servi fumant lors d'un banquet pour des nobles de passage, présenté comme une viande bénie par la nécessité. Les invités louèrent sa tendreté. Au début, personne ne demanda ce que c'était. Une nuit, une mère reconnut le collier de sa fille abandonné dans les plis d'un ragoût. Elle hurla, mais la comtesse se contenta de lever son verre et dit « Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. » Cette phrase devint la loi de sa terre. Elle transforma la famine en sélection. Ceux qui donnaient d'hommes pouvaient baver vivre. Ceux qui refusaient disparaissaient leurs maisons brûlées, leurs noms effacés des murs de l'église. Les rumeurs se propageaient vite, mais la peur plus encore. Le clergé local horrifié exigea une intervention. La comtesse répondit par une invitation à dîner. Un prêtre tremblant mais courageux accepta. Il bénit le repas, goûta la viande et à la fin de la nuit pleura comme un enfant. On ne le revit jamais bien que son chapelet fut retrouvé plus tard, caché sous une assiette en forme d'agneau. L'hiver frappa durement. La neige recouvrit la terre, mais ne put étouffer les cris. Les villageois émaciés et tremblants cessèrent de prier pour le salut. Ils commencèrent à prier pour l'oubli. Pourtant, le château de la comtesse brillait de la lumière des chandelles. À l'intérieur, la musique jouait, les danseurs virevoltaient, les rires résonnaient sur les hurlements du dehors. Des seigneurs et dames fortunés des provinces lointaines venaient avides de goûter l'interdit et de contempler la cruauté d'une femme qui transformait la famine en rituel. La cuisine devint un sanctuaire d'horreur. Ces cuisiniers, souvent orphelins ou esclaves, préparaient de chaque plat en silence. La viande était lavée, découpée et présentée avec du vin des vignobles hongrois. La comtesse exigeait l'élégance même dans l'atrocité. Aucun cri n'était permis dans la salle, à manger seulement des sourires, des couverts et l'obéissance. C'était à ses servantes murmurer d'homo, des prières en assaisonnant les majordomes pleurèrent doucement en servant. Puis vint la rencontre, un événement annuel, perverti des festivals religieux de moisson. Chaque famille devait présenter une offrande de jeunesse. Certains apportaient leurs pommes, leurs morts, d'autres leurs vivants, la plupart apportaient le silence et des têtes baissées. La comtesse, debout au-dessus d'eux comme une statue, hochait la tête en signe d'approbation, tandis que les mères déposaient des bébés dans des paniers
doublée de soie. Du sacrifice, proclamait-elle, naîtra la force. Pendant tout ce temps, son expression restait inchangée, froide, indéchiffrable de porcelaine. Elle croyait accomplir l'œuvre de Dieu, pensant qu'en réduisant le troupeau, elle sauvait l'essence de la Valachie. Les historiens prétendraient de plus tard qu'elle était folle, mais si vous lisez les lettres survivantes, les récits glaçants des moines errants et des serviteurs enfuis, vous trouverez pire que la folie un dessein. Dans le village de Guranagra, qui signifiait autrefois « gorge noire », une vieille femme nommée Anka commença à graver des marques sur un bouleau, une pour chaque enfant, emporté par la comtesse. Au second hiver, l'arbre n'était plus blanc. Il portait une robe funèbre de lignes de croix et de prières brisées. Les gens ne se lamentaient de plus à voix haute. Le deuil était devenu aussi dangereux que la désobéissance. Et pourtant, elle régnait. Vêtue de robes larves de velours noir entrelacées, de fils cramoisis comme cousus de veines desséchées. Ces chiens d'énormes mastifs transylvains étaient minces et mieux nourris que ses sujets. On raconte qu'elle les regardait dévorer de la viande assaisonnée près de son trône, puis se tournait vers son majordome et murmurait « Vois même les bêtes savent ce qu'est la gratitude ». Une étrange transformation s'empara du village. La moralité se tordit, la famine déforma les instincts. Les parents commencèrent à offrir leurs enfants les plus faibles, non par cruauté, mais dans l'espoir que les plus fortes survivent. Ce qui débuta comme une horreur devint un rituel. Ce qui commença comme une résistance devint une religion. Et sur cet autel de l'absence, la comtesse s'élevait comme une grande prêtresse du désespoir humain. Un garçon nommé Câlin s'échappa pieds nus et gelé dans les forêts, après avoir vu sa sœur emportée dans un sac. Il erra 2 jours avant de s'effondrer au monastère de Sainte-Flore, où les moines le recueillirent. Sa langue à demi gelée, il pouvait à peine parler, mais ce qu'il murmura à l'oreille de l'abbé changea tout. La soupe criait. Le monastère envoya un scribe et un chevalier frère enquêter déguisés en marchands, cherchant des faveurs. La comtesse les accueillit. Elle n'avait rien à cacher car personne ne croyait les pauvres. Lors du banquet, le scribe remarqua des gravures étranges sur les bols d'argent, des symboles de contention empruntés à d'anciens exorcismes orthodoxes. La comtesse le surprit à les fixer. « Il purifie pour le goût », dit-elle en souriant. Cette nuit-là, le chevalier disparut. Le scribe ne trouva qu'un tablier taché et un couteau à découper ensanglanté sous son lit d'invité. Il s'enfuit avant l'aube et galopa jusqu'à ce que son cheval s'effondre. Plus tard, il publia son journal à Prague sous un nom anonyme. Il fut interdit en quelques semaines, mais pas avant que les rumeurs ne se propagent à travers l'Europe de l'Est, comme un feu sur du blé sec. Les nobles tournèrent le dos. Des lettres de Vienne et de Cracovie arrivèrent ordonnant à la comtesse de cesser, mais elle ne craignait pas les rois. Elle ne craignait rien. « Il mange du veau sans demander de quel veau il s'agit », écrivit-elle dans une de ses lettres. « Mais il me méprise pour avoir rendu la famine fonctionnelle. » Son audace n'était pas de la folie, c'était une logique aiguisée par la faim enveloppée de soie. Au printemps, quand la glace se fissura et la terre s'adoucit, les paysans découvrirent une chambre enfouie derrière les écuries. Elle contenait des centaines d'os de minuscules os disposés en cercle parfait. Certains portaient encore des rubans rouges comme des cadeaux. La comtesse prétendit que c'était un ossuaire pour honorer les morts. Personne ne la crut. Personne n'osa la questionner. Jusqu'au jour du feu. Une fille nommée Mela, orpheline de l'hiver, émue par la rage, pénétra dans le château au crépuscule. Elle ne portait qu'une lanterne et une lame rouillée. Elle trouva la cuisine vide, le feu encore chaud. Dans le garde-manger, elle découvrit des rangées de viande suspendues, mais pas de porc, pas d'agneau, pas de cerf, seulement des tresses de cheveux, des colliers de dents de bébé et un pot étiqueté « Silence ».
Elle cria, mais les murs avalèrent le son. Une servante la trouva et la traîna devant la comtesse, qui regarda l'enfant tremblante et dit « Tu es courageuse, mais le courage n'est pas la survie. » Mela ne fut pas exécutée. Elle fut transformée en servante. Dès ce jour, chaque marmite qu'elle remuait murmurait des voix terriblement familières. Les enfants qui survivaient dans le château changèrent. Ils ne parlaient que lorsqu'on leur adressait la parole. Ils ne riaient mac pas. Leurs yeux ne clignaient plus au rythme du monde. Ils se déplaçaient comme des ombres dans les couloirs, les mains toujours croisées dans le dos, la bouche toujours close. Certains disent que la comtesse leur apprit que parler invite la mémoire et que la mémoire invite la folie. Une fois par mois, la comtesse organisait ce qu'elle appelait une « nuit du mérite ». Les villageois étaient en route convoqués dans la cour. Ceux qui avaient donné le plus enfant bétail, outils, pouvaient y s'approcher et recevoir une bénédiction, une tranche de pain chaud, trempée dans du bouillon. Les autres regardaient les mains vides, tandis que le pain disparaissait dans des bouches tremblantes. Une leçon, disait-elle, un rituel sacré de discipline. Mais dans le silence, quelque chose s'agitait parmi les brisés. Un homme nommé Joseph, autrefois professeur, commença à graver des messages à l'intérieur des portes des granges. Il écrivait sur la résistance sur des grains cachés sur le courage qui revenait. Ces mots étaient brefs et tranchants, gravés avec des ongles cassés, tachés de suie et de sang. Il devint un fantôme à la voix, un murmure dans la nuit qui disait « Elle peut saigner ». La comtesse remarquait, elle remarquait toujours, mais au lieu de punir le village, elle inventa un nouveau jeu. Elle l'appela l'épreuve de la foi. Chaque semaine, une famille était choisie au hasard. Un membre était enfermé dans une cellule en bois avec un bol de nourriture et un couteau. La nourriture était réelle. Le piège, le couteau était empoisonné. S'il mangeait, il vivait. S'il partageait, tous mouraient. Elle disait que c'était une expérience de vertu. Les villageois l'appelaient « damnation ». Un jour, un ménestrel errant arriva aux portes du village. Il était aveugle, vêtu de haillons, et prétendait apporter des nouvelles du pape. Il chantait des étoiles qui tombent et des bêtes qui s'élèvent. La comtesse l'invita curieuse. Pendant sa performance, il s'arrêta, inclina la tête et murmura en direction de son trône. « Même vous ne pouvez pas manger pour échapper au jugement. » Elle sourit. Cette nuit-là, il disparut, mais son luth resta corde brisée et trempée. Avec le temps, les saisons perdirent leur nom. Les villageois ne disaient plus printemps ou automne. Ils disaient la saison de la chair, la saison des cendres. La langue elle-même pliait sous le poids de l'horreur. Les enfants nés pendant la famine n'étaient jamais les nommés. Ils étaient des numéros murmurés, en code par des mères terrifiées, d'aimer ce qui pouvait être pris. Puis, lors d'un crépuscule orange sang de la fumée, s'éleva du monastère de Sainte-Flore. Des bandits, disait-on, l'avaient incendié, mais certains survivants murmuraient une autre histoire. La comtesse avait ordonné sa destruction après que l'abbé l'eut déclaré excommunié. Ces soldats brûlèrent dans des textes sacrés, brisèrent dans des reliques et clouèrent dans des crucifixes à l'envers sur les ruines. La foi, disait-elle, est aussi forte que son feu. Les bérumeurs atteignirent de Bucarest, mais les dirigeants lointains et absorbés par leur propre guerre les ignorèrent. La Valachie était une province sauvage, mieux laissée à sa propre folie. Et la comtesse payait ses impôts. L'or, après tout, brille plus fort que les cris. Le silence des rois devint son sanctuaire. Pourtant, dans ses propres salles, des fissures se formaient. Les serviteurs commencèrent à laisser tomber les plats, les servantes oubliaient les prières, les chiens refusèrent d'entrer dans certaines pièces. Un cuisinier jura avoir vu un visage d'enfant dans la soupe clignant des yeux. Un autre se pendit dans le garde-manger, gravant un seul mot sur son bras, « Pardon ».
La comtesse balayait tout cela comme de l'hystérie, mais même elle commença à verrouiller ses portes la nuit. Le château s'était mis à murmurer. Les pierres gémissaient, les portes soupiraient, les miroirs reflétaient dans des pièces qui n'existaient pas. Et dans les profondeurs de la cuisine, dans une crypte scellée que personne ne se souvenait d'avoir construite, il y avait un son comme une respiration, mais plus lente. Elle envoya des gardes enquêter. Ils ne revinrent jamais. Seul l'écho revint, et l'écho prononçait son nom. Une nuit, la comtesse resta seule dans sa grande salle, fixant un miroir qui ne reflétait plus son visage. À la place, il montrait la cour pleine d'enfants, la regardant en retour silencieux et immobile, leurs yeux creux comme des étoiles éteintes. Elle brisa le verre avec un chandelier, mais le lendemain matin, le miroir était intact et les enfants étaient bas les plus proches. Désespérée de reprendre le contrôle, la comtesse ordonna un festival, non de chair, non de mérite, mais de musique. Elle convoqua des violonistes, des danseurs et des acrobates de tout le Principality. Les villageois furent forcés d'y assister. Le vin coulait, les feux d'artifice éclataient, mais personne ne souriait. La musique sonnait comme une lamentation, les danseurs bougeaient comme des marionnettes, et la comtesse au centre tournoyait, sans s'arrêter, jusqu'à s'effondrer, vomissant du sang en forme de main. Cette nuit-là, elle rêva d'un banquet où elle était le plat principal. Ses invités étaient sans visage, leurs dents scintillaient comme des couteaux. Elle se réveilla en sueur froide, ses draps trempés de sel. Ses servantes la trouvèrent assise au pied de son lit, les yeux écarquillés murmurant « Le silence me dévore ». Davantage de serviteurs s'enfuirent. Des chevaux furent trouvés morts, la langue coupée. Le puits devint noir. Le verger produisait des fruits sans forme de membres. Un noble en visite affirma que le vin avait le goût des larmes. Il ne rentra jamais chez lui. La comtesse accusa le village de sorcellerie et fit pendre 10 anciens la tête en bas sur la place. Leurs corps se balançaient au rythme d'un vent que personne ne ressentait. Dans une dernière tentative pour restaurer l'ordre, elle convoqua la dernière sorcière, connue des marais, une vieille aveugle nommée Baba Mila. « Tu as réveillé les os ?» dit la vieille en entrant. « Et maintenant, il te réveille. » La comtesse exigea une protection. Baba Mila sourit édentée et triste. « Il n'y a pas de protection, » dit-elle, « seulement un paiement. » La comtesse offrit de l'or. Mila rit. Elle offrit comtesse, refusa. Enfin, elle demanda « Que crains-tu le plus ?» La comtesse hésita, sa voix tremblante. « Être oubliée. » Mila hocha la tête et dit « Alors tu vivras éternellement dans les cris. » Cette nuit-là, la sorcière disparut, mais le bruit d'enfants murmurant résonna dans le château plus fort que jamais. Les villageois désormais squelettiques, presque fous, commencèrent à creuser leur propre tombe. Ils n'espéraient moins plus le salut, seulement la fin. Joseph, le professeur, fut capturé une nuit en écrivant « Elle n'est pas la mort, elle laissait la famine couronnée ». Traîné devant la comtesse, elle lui demanda pourquoi il résistait. Sa réponse : parce que quelqu'un doit se souvenir de ce qu'est être humain. Au lieu de l'exécuter, elle le garda en vie, enfermé comme un oiseau forcé, d'écrire des louanges pour elle chaque jour. Des pages et des pages de mensonges, mais il grava une vérité sur sa peau avec une cuillère. L'enfer n'est pas le feu. L'enfer essaie de regarder et de ne rien faire. Finalement, même son cri s'arrêta. L'hiver revint, mais cette fois, il n'y avait plus de viande, plus de grains, plus d'enfants. Seulement le silence et la neige. La comtesse errait dans les couloirs, voyant des visages dans le givre. Elle tenta de chanter, mais oublia les mots. Elle tenta de prier, mais ne se souvenait plus des dieux, seulement du goût de l'odeur, et puis, plus rien. Le dernier jour arriva silencieusement. Les portes du château étaient ouvertes, la cour vide. Son trône était nu. Les villageois la trouvèrent dans la cuisine, assise près du feu, les mains plongées dans un chaudron bouillant.
Elle souriait. Ses dernières paroles dites à personne et à tous furent « Enfin je suis rassasié ». Ils l'enterrèrent sans cérémonie, sans prêtre, sans hymne, juste des mains froides et une terre plus froide. Le château fut scellé avec des chaînes, les portes murées. Les villageois laissèrent dans des croix inversées, aux portes non comme une malédiction, mais comme un avertissement « N'ouvrez pas, n'entrez pas, laissez-la pourrir sous sa faim ». Mais elle ne pourrit pas. Quelques jours plus tard, quand des tempêtes déterrèrent sa tombe, le corps avait disparu. Pas d'empreintes, pas de traces d'animaux, juste un cercueil vide, tapissé de marques de griffes à l'intérieur. Certains dirent qu'elle était ressuscitée. D'autres croyaient qu'elle n'était jamais vraiment morte. Quoi qu'il en soit, le château resta silencieux, mais vigilant. Pendant des décennies, personne n'osa s'approcher des ruines. La forêt engloutit le chemin, les cartes effacèrent, le nom, les oiseaux évitaient les arbres. Mais les enfants de Valachie murmuraient encore son nom lorsque les feux s'éteignaient. Et parfois, pendant la famine de la viande, apparaissait mystérieusement sur la place du village chaude, enveloppée de velours. Un siècle plus tard, une équipe d'érudits étrangers vint chercher la vérité. Ils fouillèrent le sous-sol et trouvèrent des os des centaines disposés comme des prières, avec de petits symboles gravés sur chaque fémur. Ils trouvèrent des portraits aux yeux rayés et un journal écrit en 3 langues, jamais vu. Ils ne publièrent rien. Le chef des érudits rentra chez lui avec un petit souvenir, une cuillère d'argent de la cuisine de la comtesse. Quelques semaines plus tard, sa femme disparut, puis son fils, puis son chien. On raconte qu'on le trouva un matin en train de mâcher sa propre main murmurant « Elle a encore faim ». La cuillère avait disparu. L'affaire ne fut jamais résolue. La comtesse de Valachie devint une légende, puis un mythe, puis autre chose. Son histoire se transforma contée dans les tavernes griffonnées sur les murs des prisons, murmurée dans les soupes populaires. Un avertissement, oui, mais aussi un miroir, car la véritable horreur n'était pas sa cruauté. C'était la rapidité avec laquelle le désespoir rendait sa cruauté possible. Des siècles passèrent, les guerres vinrent et partirent, les royaumes s'élevèrent et tombèrent, mais dans chaque village frappé par la famine, dans chaque œil affamé, persistait une lueur de sa présence non physique, non fantomatique, mais psychologique. Cette question profonde, que feriez-vous pour survivre? Et dans cette question, elle vivait. Récemment, un chercheur découvrit les édits originaux signés par elle. Ils étaient froids mathématiques, écrits comme des feuilles de calcul. Un enfant 2 semaines de grains. Un frère, 4 portions. Sans émotion, juste des chiffres, juste la faim. Le chercheur brûla les papiers après. Il dit avoir entendu des pleurs dans l'encre. Dans les ruines du monastère de Sainte-Flore, réduit à de la mousse et des décombres, un mur tient encore. Gravé dans la pierre effacée par la pluie et le temps, une seule phrase, elle portait la famine comme une couronne. En dessous, une petite empreinte pas plus grande que celle d'un enfant. Personne ne sait qui l'a faite, personne ne veut le savoir. Et ainsi nous racontons son histoire, non pour glorifier, non pour se complaire, mais pour se souvenir. Le pouvoir incontrôlé devient appétit, et l'appétit incontrôlé devient légende. La comtesse de Valachie n'est pas un fantôme, elle est une question, un silence, un miroir. Et quand le monde oublie à quelle vitesse la famine déforme l'âme, elle revient vêtue de velours souriante. Des siècles après sa mort, la comtesse reste sans nom dans la plupart des registres officiels. L'Église l'appelle la dévoreuse. Les historiens la nomment la comtesse du silence. Mais le peuple de Valachie connaît la vérité. Dans leur berceuse, ils avertissent encore les enfants de ne pas pleurer la nuit, de peur qu'elles n'entendent et qu'elles ne se nourrissent. Son château, bien que largement en ruine, tient encore debout. Le lierre a réclamé les murs, le portail est rouillé.
Pourtant, les touristes prétendent entendre le tintement des couverts derrière les pierres, ou sentir une odeur de soupe dans l'air malgré le vent. Un visiteur a enregistré des rires doux, aigus et indéniablement inhumains. Il a effacé l'enregistrement mais n'a jamais effacé le souvenir. Parmi les archives des maisons nobles disparues, il y a un étrange arbre généalogique, les Drakhalsti, les bas arabes, et en marge Dravaga, barré en rouge. Pas d'enfant, pas d'héritier, pas de mariage, juste une branche encerclée à l'encre, étiquetée, nourrie par les cendres. L'encre semble humide, même après des siècles. En psychologie, son nom apparaît comme un archétype le complexe d'Ersabet, lorsque contrôle, privation et isolement mènent à l'effondrement moral. Des soldats, piégés dans des sièges des réfugiés, dans des camps des survivants, dans des canaux de sauvetage, tous font écho à sa logique et murmurent « Mieux vaut qu'un seul meure plutôt que plusieurs. Mieux vaut manger que d'être mangé. » Une artiste moderne a tenté de recréer sa salade à manger. Elle a reproduit chaque bougie, chaque couteau, chaque assiette. Mais au milieu de l'installation, elle s'est arrêtée. Elle a affirmé que les murs ont commencé à pleurer. Son atelier a été inondé d'eau salée. Maintenant, elle ne peint qu'en blanc. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle a répondu « J'ai vu assez de rouge ». Même aujourd'hui, en temps de crise, des leaders politiques font référence au trône de la faim, un terme né de la légende de la comtesse. Cela signifie gouverner par la peur déguisée, en nécessité, imposer la survie par la souffrance, regarder les affamés dans les yeux et appeler cela de la politique. Dans la littérature, son ombre réapparaît sans cesse la femme froide, la tyranne de velours, l'hôtesse sans cœur. Mais personne n'ose la nommer pleinement. La nommer, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est risquer d'invoquer la part de nous qui a acquiescé à ses actes, qui a hoché la tête lorsqu'elle a dit « c'est le prix de l'ordre ». Car au fond, l'horreur n'est pas seulement son existence, c'est notre reflet en elle. Elle n'est pas issue de monstres, elle est née de personnes nourries par la permission justifiée par la faim, ornée de richesses. Elle est ce qui arrive lorsque les systèmes choisissent l'efficacité plutôt que l'empathie. Et une fois ce chemin choisi, il n'est pas facile d'en revenir. Oui, la comtesse de Valachie était réelle, qu'elle soit femme monstre ou métaphore. Elle a laissé sa marque non seulement sur des os, mais dans des comportements dans chaque équation qui pèsent la vie contre la nécessité dans chaque politique qui sacrifie les sans-voix pour les puissants dans chaque table de dîner trop silencieuse pour être propre. Et peut-être la vérité la plus terrifiante de toutes, elle n'a plus besoin de revenir, car nous l'avons maintenue en vie, non pas dans un corps, non pas dans un château, mais dans les décisions que nous prenons sous pression, affamés, effrayés. Elle n'est pas une d'histoire, elle est une prophétie. Et nous écrivons encore son prochain chapitre. Des années plus tard, lorsqu'une famine a frappé une autre terre lointaine, moderne, télévisée, un travailleur humanitaire a trouvé un enfant tenant un journal. Il était écrit dans une langue que le travailleur ne reconnaissait pas, mais les dessins étaient de sans équivoque, un trône fait de côtes, une femme sans yeux, un bol qui ne se vidait jamais. L'enfant n'avait jamais quitté son village, et pourtant, lorsqu'on lui a demandé qui était la dame, il a répondu en valaque parfait « Elle observe ceux qui ont encore faim ». Dans les universités, certains professeurs osent l'inclure dans des conférences sur la philosophie interdite. Il présente sa logique comme une expérience de pensée que sacrifieriez-vous pour sauver la majorité. Mais la salle de classe se refroidit toujours, non pas à cause de l'air, mais à cause de l'implication. Car plus on l'étudie, plus on réalise qu'elle n'a pas créé la cruauté. Elle l'a révélée. Un théologien a suggéré que la comtesse n'était pas mauvaise, juste efficace. Elle incarnait l'utilitarisme sans frein, a-t-il écrit, et ce faisant, elle a la montré que la ligne entre civilisation et sauvagerie n'est pas la lumière, mais la nourriture. Il a été licencié l'année suivante pour avoir cité ses écrits dans un forum public. La réaction fut rapide. La question demeura.
Il y a des survivants même aujourd'hui, des descendants de ceux qui ont vécu son règne. Ils ne racontent ni pas d'histoire, pour endormir ils plantent des arbres, parlent avec douceur, cuisinent trop. Car au fond de leur sang, ils se souviennent du goût de ce qui ne devrait pas être mangé et refusent de laisser le silence revenir. Dans un siècle, son histoire pourrait ressurgir, non pas comme horreur, non pas comme mythe, mais comme précédent. En temps de collapse climatique, de bouleversement politique ou de déshumanisation numérique, sa logique redeviendra séduisante, froide, propre, calculée. Elle n'offre pas le salut, mais l'ordre. Pas la bonté, mais la clarté. C'est son danger, c'est son attrait. Et donc nous devons nous souvenir, non pas de la craindre, mais de craindre de devenir elle. Craindre le moment où nous commencerons nous aussi à voir le sacrifice comme une stratégie, où l'empathie semblera inefficace, où nous qualifierons la faim de faiblesse. C'est alors que ces pas résonnent plus fort, non pas dans le passé, mais dans nos décisions, dans les heures silencieuses des nuits d'hiver près des cheminées ou des réfrigérateurs vides. Les gens murmurent encore son nom pas à haute voix, mais intérieurement avec honte comme un avertissement en reconnaissance. Car même si son château s'effondre, même si ses eaux restent éparpillées, la structure qu'elle a bâtie n'était pas de pierre. Elle était faite de choix, et ceux-ci ne meurent jamais. On dit qu'en Valachie, le vent chante encore sa mélodie, une berceuse sans mots, juste la fin et l'harmonie. Les voyageurs affirment que certaines nuits, les arbres semblent se pencher vers l'intérieur, comme s'ils écoutaient, comme s'ils attendaient, comme s'ils se souvenaient. Car la terre elle-même a été nourrie trop longtemps par la peur pour l'oublier. Et si vous vous retrouvez seul décidant entre le confort et la conscience, entre le silence et la protestation, entre regarder et agir, souvenez-vous d'elle, non pas comme un fantôme, non pas comme un monstre, mais comme un miroir. Car elle est ce qui surgit lorsque la compassion meurt, ce qui sourit lorsque la moralité s'efface, ce qui survit lorsque l'humanité s'éteint. Alors, allumez vos feux, partagez votre pain, parlez fort et ne laissez jamais votre faim choisir pour vous. Car dans toute famine littérale ou morale, une comtesse attend et il ne lui faut qu'un silence pour festoyer à nouveau.